Lee Marvin nomme les 7 acteurs qu'il déteste le plus. Lee Marvin est né le 19 février 1924 à New York. Marvin a grandi dans une famille de tradition militaire. Son père était un vétéran de la Première Guerre mondiale et son frère a également servi. Cette exposition précoce à la discipline et au service a influencé la masculinité robuste et pragmatique qui allait définir sa carrière plus tard. Il a fréquenté des écoles florides et dans le New Jersey, mais était un jeune homme agité, souvent en difficulté et ayant du mal à se conformer aux structures académiques rigides. Ses premières années laissaient entrevoir la fibre rebelle et l'intensité brute qu'il a ensuite canalisée dans ses performances à l'écran. La vie de Marvin a pris une tournure dramatique avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il s'est enrôlé dans le corps des marines des États-Unis à l'âge de 18 ans. Il a servi avec la 4e division de marine dans le théâtre du Pacifique et a participé à de brutaux combats lors de la bataille de Saipan 1944, où il a été grièvement blessé par des tirs de mitrailleuses. Touché aux fesses et aux nerfs sciatiques, il a passé plus d'1 an à se rétablir dans un hôpital de la marine et a finalement reçu le Purple Heart. Ces expériences de ces séances de guerre l'ont laissé marqué à la fois physiquement et émotionnellement, mais lui ont également donné une authenticité lorsqu'il incarnait des soldats, des hors-la-loi et des hommes durs à l'écran. Contrairement à de nombreux acteurs qui n'ont fait que jouer des héros de guerre, Marvin a réellement vécu les horreurs du combat, ce qui a donné à ses performances un côté de réalisme que le public a instinctivement reconnu. Après la guerre, Marvin a exercé divers petits boulots avant de se retrouver à travailler comme assistant de plombier dans un théâtre communautaire. Presque par hasard, on lui a demandé de jouer un petit rôle lorsqu'un acteur est tombé malade, et cette expérience a suscité un intérêt pour le métier d'acteur. Encouragé par des mentors, il a commencé à se former à New York, étudiant à l'American Theatre Wing. Sa taille inhabituelle, son apparence robuste et son intensité naturelle l'ont fait sortir du lot et il est rapidement passé du théâtre au cinéma et à la télévision. Le début de la carrière hollywoodienne de Marvin a été marqué par des rôles de soutien tant que brut, méchant et soldat, souvent dans des westerns et des films de guerre. Sa révélation est survenue dans les années 1950 avec de solides rôles de soutien dans des films tels que The Big Hit 1953, où il a joué un gangster glaçant, et Bad Day at Black Rock Sec 1955, où sa présence menaçante a accru le suspense. Tout au long de la décennie, il est devenu l'un des méchants les plus fiables d'Hollywood, apportant du cran et de la menace à chaque rôle. Les années 1960, cependant, ont marqué sa transformation d'acteur de soutien à star majeure. Marvin a été la tête d'affiche de films qui ont mis valeur sa polyvalence. Dans L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford, 1962, il a incarné le vicieux hors-la-loi Liberty Valance face à John Wayne et James Stewart, créant l'un des méchants les plus mémorables du cinéma western. Il a également montré un côté plus léger dans Cat Bellalou 1965, où il a étonné le public jouant 2 rôles, à la fois le tireur ivre Kid Shellen et le méchant Tim Strawn. Sa performance hilarante mais poignante lui a valu l'Oscar du meilleur acteur, cimentant sa place parmi l'élite d'Hollywood. Suite à ce triomphe, Marvin est devenu l'un des acteurs principaux les plus rentables de l'époque. Il a joué dans Les 12 salopards, 1967, une épopée de guerre d'ensemble qui est devenue un énorme succès au box-office et reste l'un de ses films les plus emblématiques. Sa performance magistrale tant que Major John Reisman, chargé de diriger un groupe de condamnés lors d'une mission dangereuse, a trouvé un écho auprès du public et a influencé les générations suivantes de films de guerre et d'action. Parmi les autres films marquants, citons Le point de non-retour, 1967, un thriller néon-noir élégant où il incarnait un anti-héros implacable, et La kermesse de l'Ouest, 1969, une comédie musicale dans laquelle il a surpris le public chantant, bien que de manière rauque et désaccordée. Malgré son succès, Marvin était connu pour son esprit indépendant et son refus de jouer selon les règles d'Hollywood. Il n'aimait pas les attributs de la célébrité, préférant une vie privée de pêche, de navigation de plaisance et de vie plein air. Il se retirait souvent dans sa maison de Tucson, Arizona, ou dans sa bien-aimée Baja California, au Mexique,
où il trouvait la paix loin de l'industrie. Marvin était également honnête au sujet de ses problèmes d'alcool, qui ont parfois affecté sa vie personnelle et professionnelle. Plus tard dans sa carrière, il a continué à apparaître dans des films tels que L'Empereur du Nord, 1973, Les Hommes de la Clan, 1974, Avalanche Express, 1969 et Gorky Park, 1983. Même vieillissant, Marvin a apporté de la gravité et de la dureté à ses rôles, incarnant une forme de masculinité qui semblait de plus rare dans le paysage changeant d'Hollywood. Son dernier film a été Delta Force, 1986, dans lequel il a joué aux côtés de Chuck Norris, incarnant un chef militaire grisonnant dans un dernier salut à son personnage de héros d'action. La vie personnelle de Lee Marvin était aussi colorée et complexe que sa célèbre carrière à l'écran. Avril 1952, au plus fort de son ascension précoce à Hollywood, Marvin a épousé Betty Ebling, une union qui allait durer 15 ans et produire 4 enfants. Leur premier enfant, un fils nommé Christopher Lamont Marvin, 1952 à 2013, a perpétué le nom de famille et a vécu une vie bien remplie avant de décéder de 2013. À ses côtés, le couple a accueilli 3 filles, Courtney Lee Marvin, Cynthia Louise Marvin et Claudia Leslie Marvin, 1958 à 2012. Chaque enfant a apporté de la joie et des responsabilités dans l'existence souvent turbulente de Marvin, équilibrant sa vie exigeante d'acteur avec son rôle de père. Bien que Marvin ait été connu publiquement comme une présence robuste à l'écran, ses enfants représentaient un côté plus doux et plus privé de lui, un côté dont les amis et les collègues remarquaient souvent qu'il contrastait fortement avec ses personnages de films à la dure. Malgré les fondations de la famille, le mariage entre Lee et Betty n'a pas été sans difficulté. Les pressions de la vie hollywoodienne, la forte consommation d'alcool de Marvin et son comportement erratique ont contribué à une tension qui s'est finalement avérée insurmontable. Après une séparation qui a duré 2 ans, le mariage du couple a officiellement pris fin par un divorce janvier 1967. La séparation a été douloureuse non seulement pour Marvin et Betty, mais aussi pour leurs enfants qui ont grandi pris entre les feux de la rampe hollywoodienne et la réalité d'une fracture familiale. De nombreuses années plus tard, 2010, Betty a offert sa propre perspective sur leur mariage dans ses mémoires franches. Ces mémoires franches, intitulées Tales of a Hollywood Housewife, un mémoire de la première Madame Lee Marvin. Dans le livre, elle a raconté ses expériences tant qu'épouse d'une star de cinéma pleine ascension, mettant en lumière à la fois le glamour et les difficultés d'être liée à un homme dont la carrière exigeait une attention constante. Betty a même affirmé que Marvin avait été infidèle pendant leur mariage, alléguant qu'il avait eu une liaison avec l'actrice acclamée Anne Bancroft, une révélation qui a ajouté une autre couche d'intrigue au récit déjà complexe de la vie personnelle de Marvin. Après son divorce, la vie amoureuse de Marvin a continué de capter l'attention du public, particulier avec sa relation à long terme et très publique avec Michelle Triola, une femme qui est devenue centrale non seulement dans son histoire personnelle, mais aussi dans l'histoire juridique américaine. Leur relation s'est terminée par l'un des procès de palimony les plus célèbres des années 1970, une affaire qui a mis à l'épreuve les limites des droits de cohabitation et a fait les manchettes à l'échelle nationale. Cependant, après les turbulences de cette relation, Marvin a trouvé une mesure de stabilité et de réconfort lorsqu'il a renoué avec Pamela Filelli, son amour d'enfance. Les retrouvailles ont été plus qu'une simple étincelle romantique. C'était un retour à la familiarité, au confort et à l'innocence des premiers jours avant que la gloire n'ait compliqué sa vie. Les deux se sont mariés en 1970 et contrairement aux relations précédentes de Marvin, ce mariage a duré. Pamela est restée à ses côtés à travers les hauts et les bas de sa carrière ultérieure, ainsi que pendant son déclin de santé dans les années 1980, restant avec lui jusqu'à sa mort en 1987. Après le décès de Marvin, Pamela a honoré leur lien et la mémoire de son mari écrivant et publiant les mémoires Lee à Romance 1997. Dans le livre, elle a partagé non seulement des histoires intimes de leur vie ensemble, mais aussi un portrait profondément personnel de l'homme derrière le personnage de dur à cuire. Alors que le public connaissait Marvin comme l'anti-héros à la voix grave de films comme Les 12 salopards et Inessa
et le point de non-retour, Pamela a brossé le portrait d'une figure plus vulnérable, affectueuse et profondément humaine. Son livre est devenu à la fois une lettre d'amour et un témoignage du lien durable qui les avait réunis après tant d'années de séparation, garantissant que l'héritage de Lee Marvin soit commémoré non seulement en termes cinématographiques, mais aussi dans le domaine plus intime de l'amour, de la compagnie et de la famille. Lee Marvin, l'acteur grand et à la voix grave, réputé pour sa dureté, ne mâchait pas ses mots lorsqu'il s'agissait de ses sentiments à l'égard de ses collègues artistes. Connu pour son honnêteté brutale et souvent revêche, Marvin a un jour stupéfié Hollywood, admettant candidement qu'il y avait certains acteurs qu'il ne pouvait tout simplement pas supporter. Lorsqu'on lui a demandé de donner des noms, Marvin n'a pas hésité. Il a énuméré une liste de 7 hommes du métier qui, pour une raison ou une autre, le hérissaient. Chaque nom portait sa propre histoire de rancune, d'affrontements professionnels et de conflits de personnalité qui révélaient autant sur Marvin lui-même que sur ceux qu'il méprisait. John Wayne. Bien que de nombreux fans aient supposé que Marvin admirait Wayne parce qu'ils avaient tous deux bâti leur carrière sur des films de guerre et des westerns, Marvin le détestait privé. Les deux hommes se sont affrontés lors du tournage des Comancheros et plus tard lors de leur rivalité aux Oscars. Marvin, qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et avait été blessé au combat, voulait à l'image soigneusement cultivée de Wayne tant que héros de guerre alors que fait, Wayne n'avait jamais servi dans l'armée. Il aurait dit que Wayne jouait aux soldats mieux que quiconque, mais ne pouvait pas supporter la boue, le sang ou les balles. Marvin n'aimait pas non plus les opinions politiques de Wayne, le considérant comme trop rigide dans ses opinions conservatrices. Et la tension entre eux a duré jusqu'à la mort de Marvin. Charles Bronson. Marvin décrivait souvent Charles Bronson comme trop froid et trop plein de lui-même. Il travaillait dans des types de films similaires, des films d'action dure. Mais Marvin pensait que Bronson manquait d'étendue et s'appuyait trop sur sa présence physique plutôt que sur sa profondeur émotionnelle. Il a également accusé Bronson d'être antipathique et peu coopératif sur le plateau, refusant de s'engager avec les autres membres de la distribution. La personnalité recluse et sombre de Bronson s'est heurtée à la nature franche et conflictuelle de Marvin. Marvin a un jour plaisanté disant « Travailler avec Bronson, c'est comme parler à un mur, sauf que le mur a plus de personnalité. » Robert Mitchum. Bien qu'ils soient tous deux connus pour leur personnalité robuste, Marvin et Mitchum ne se sont jamais entendus. Marvin affirmait que Mitchum était paresseux, qu'il se présentait souvent sur les plateaux non préparés ou avec la gueule de bois, et il voulait à ce qu'il considérait comme la facilité avec laquelle Mitchum se laissait porter dans ses rôles. Mitchum, à son tour, se moquait de l'intensité de Marvin et de sa tendance à dominer les scènes. Leur aversion mutuelle a éclaté lorsqu'ils se sont croisés lors d'une fête hollywoodienne où Marvin a accusé Mitchum de somnambuler à travers des films entiers, ce à quoi Mitchum a rétorqué « Au moins, je ne crie pas mes répliques comme si j'étais encore au camp d'entraînement. » Telly Savalas. Marvin avait peu de patience pour les acteurs qui, selon lui, étaient non plus préoccupés par leur image que par le métier d'acteur, et Telly Savalas entrait parfaitement dans cette catégorie. Marvin n'aimait pas l'autopromotion constante de Savale, sa fixation sur son look chauve caractéristique et sa réputation d'être difficile avec les réalisateurs. Sur le plateau des 12 salopards, Marvin aurait qualifié Savali de pas en botte de combat et l'aurait accusé d'essayer de voler des scènes. Leur rivalité a créé une telle tension que les membres de l'équipe devaient souvent les séparer entre les prises. Yul Brynner. Un autre acteur que Marvin détestait était Yul Brynner. L'attitude royale, presque distante, de Brynner se heurtait à l'approche rude et turbulente de Marvin. Marvin n'aimait pas l'insistance de Brynner à être le centre d'attention à la fois à l'écran et hors écran. Il critiquait souvent les tendances de Brynner à vouloir tout contrôler, particulier son habitude d'exiger des angles de caméra spécifiques qui favorisaient son apparence. Marvin a un jour lancé « Brynner n'agit pas. Il se contente de se tenir là à attendre que la lumière le frappe, n'est-ce pas ?» Leur animosité a atteint son paroxysme lorsque Marvin a refusé un projet après avoir appris que Brynner y était rattaché, disant « Je préférerais boire de l'acide de batterie plutôt que de partager une scène avec lui. » Tony Curtis. Marvin méprisait Tony Curtis pour ce qu'il considérait comme de la fausseté. Pour Marvin,
Curtis incarnait tout ce qu'il y avait d'artificiel à Hollywood, une apparence soignée, du charme et de la célébrité sans le moindre courage. Le style flamboyant de Curtis et son empressement à jouer des rôles de séducteur se heurtaient à la vision qu'avait Marvin de ce que devait être le vrai jeu d'acteur. Marvin était particulièrement amer de la capacité de Curtis à conserver une réputation de joli garçon, tandis que Marvin, marqué par son service de guerre, avait dû se frayer un chemin difficile vers des rôles de dur à cuire. Tony Curtis ne tiendrait pas 2 minutes dans une bagarre de bar, à un jour railler Marvin. Pourtant, il est traité comme une sorte de légende. Frank Sinatra. Le nom le plus surprenant de la liste de Marvin était peut-être Frank Sinatra. Bien que Sinatra ait été adulé à la fois comme chanteur et comme acteur, Marvin le considérait comme arrogant, capricieux et irrespectueux envers les acteurs et l'équipe. Marvin, qui avait peu de tolérance pour ce qu'il considérait comme un manque de professionnalisme, s'offusquait de la tendance de Sinatra à se présenter retard, à partir tôt et à s'attendre à ce que tout le monde s'adapte à son emploi du temps. Leur affrontement sur le plateau des 12 salopards, où Sinatra était initialement rattaché avant de se retirer, n'a laissé à Marvin que du dédain. Il a décrit plus tard Sinatra comme le genre de type qui pense que le monde lui doit des applaudissements juste pour être entré dans une pièce. La liste des 7 acteurs détestés de Lee Marvin dit autant sur sa personnalité intransigeante que sur les hommes qu'il n'aimait pas. Marvin, un vétéran décoré du corps des marines, qui portait à la fois des cicatrices physiques et une vision du monde sans détour, avait peu de patience pour ce qu'il considérait comme de la prétention, de la paresse ou un comportement motivé par l'ego à Hollywood. Que ses critiques aient été justes ou colorées par sa propre nature bourrue, Marvin n'a jamais reculé devant l'expression de ses pensées. Jusqu'à la fin de sa vie, il est resté le rare acteur qui préférait brûler les ponts plutôt que de faire semblant d'aimer quelqu'un qu'il méprisait. Grand fumeur et buveur, Marvin a eu des problèmes de santé à la fin de sa vie. Décembre 1986, Marvin a été hospitalisé pendant plus de 2 semaines, raison d'une infection liée à la coccidiomycose. Il a eu une détresse respiratoire et a reçu des stéroïdes pour faciliter sa respiration. Il a subi d'importantes ruptures intestinales et a subi une calectomie. Marvin Eckham est mort d'une crise cardiaque le 29 août 1987 à l'âge de 63 ans. Il a été enterré avec tous les honneurs militaires au cimetière national d'Arlington.